Aujourd'hui, nous allons parler de la Liga. Pour cette grande première avec Furia Liga, nous accueillons Soledad. Salut Soledad. Salut Romain, salut à tous. Ravi de t'avoir avec nous pour faire un point détaillé sur ce début de saison passionnant du côté de l'Espagne. Il se passe énormément de choses. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet concernant deux groupes. Alors oui, avec l'Atlético de Madrid aussi, mais on l'évoquera, c'est plutôt différent. Le FC Barcelone, si on commence, on va dire dans la Révolution, c'est ce qui se fait presque de pire. On n'a jamais vu, on va dire, une équipe du Barça qui a du mal vraiment ces dernières années à faire quelque chose, on va dire, de bien et de cohérent. Donc, ça s'explique notamment par un changement de direction. On va dire tant mieux, parce que c'est là où les mots se sont fait ressentir le plus. C'est le résultat d'une direction qui s'est construite de manière catastrophique et l'équipe finalement qui a fini par en payer le prix. Donc les coachs se sont enchaînés. Aujourd'hui, c'est Ronald Koeman qui a pris le relais, l'entame de relais normalement qui devait se faire la plus intéressante entre guillemets, parce que c'est post-Bartomeu, c'est peut-être, on attendait le retour du jeu, on attendait le retour de jeunes joueurs. Alors ça a été fait. On a vu des canteranos qui sont arrivés et qui ont fait leurs preuves et qui ont montré que la Masia justement n'était pas perdue, parce que c'était un grand point qu'il fallait aborder dans la révolution du FC Barcelone. On a vu des joueurs comme Pedri, Ansu Fati et Trincao faire leur apparition, surtout Ansu Fati, mais on a un modèle qui ne convient toujours pas à une révolution, du coup qui ne se fait pas. Et ce modèle-là, c'est le 4-2-3-1 imposé par Koeman aujourd'hui, qui ne fonctionne pas, et pour plusieurs raisons. Ça fonctionne en attaque, surtout quand on a des ailiers aussi talentueux, justement, comme Ansu Fati et Dembélé. Mais on ne peut pas renier l'identité du FC Barcelone et renier son milieu de terrain. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Ronald Koeman avec son double pivot. Busquets, De Jong, ça ne fonctionne pas. Et en attaque, surtout celui qui finalement en paye le prix et celui sur lequel s'est reposée cette équipe, c'est Lionel Messi. On a beaucoup entendu finalement des critiques sur Messi, notamment sur le fait qu'il marche beaucoup sur le terrain, qu'il semble perdu. Bon, avec tout ce qui s'est passé cet été, ça a été compliqué pour lui de retrouver une motivation, mais il faut souligner l'aspect aussi tactique. Sous justement ce 4-2-3, on retrouve un Messi finalement trop isolé, trop loin du côté droit, qui, moi je me souviens d'une interview justement de Dani Alves qui disait « Quand Messi n'a pas le ballon plus de 2 minutes, il se déconnecte du match ». C'est exactement ce qui se passe actuellement. On voit un Messi qui est perdu parce qu'il manque une caractéristique plus complète à ce schéma, c'est la présence d'un 9. On ne pensait pas que finalement Luis Suarez allait manquer autant, mais finalement, oui, c'est le cas. Et c'est pour ça que Braithwaite White aujourd'hui brille, c'est parce qu'il libère ses coéquipiers, il libère Griezmann, il libère Messi, on voit des choses intéressantes. Donc, la révolution aujourd'hui du FC Barcelone ne se fait pas parce qu'elle rencontre toujours les mêmes problèmes finalement. Une attaque pas assez équilibrée, un collectif pas assez équilibré, un milieu de terrain encore oublié et la Masia qui est encore intégrée difficilement. J'ai parlé des canteranos, oui, en attaque, ils sont bien intégrés. Au milieu de terrain, des joueurs d'avenir et qui pourraient aujourd'hui porter cette équipe comme Carles Alenia ou Riqui Puig sont aujourd'hui laissés pour compte. Et au Real Madrid, c'est une révolution qui est complexe, mais parce que là aussi, Zinedine Zidane doit trouver une harmonie dans le vestiaire. Alors, ce n'est pas la même chose que le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone a une identité, on va dire, tactique propre qu'on essaye de retrouver. Le Real Madrid, avec ses joueurs, crée sa propre tactique. C'est peut-être jamais la même, c'est peut-être pas la plus élaborée, mais les joueurs font de cette équipe quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que si cette saison pour le Real Madrid a été, en somme, en montagne russe, c'est parce qu'il manquait à chaque fois des éléments clés. On voit aujourd'hui l'importance, par exemple, de Carvajal, aussi bien offensivement et défensivement. On a vu l'importance de Ramos aussi quand il n'était pas là. Le fait finalement de bien répartir le ballon en défense, c'est peut-être lui qui pouvait le faire. Et Benzema surtout. Ce joueur-là, quand un être finalement vous manque au Real Madrid, tout est dépeuplé et il y a une vraie harmonie du coup à trouver pour Zinedine Zidane qui s'est plusieurs fois retrouvé presque poussé vers la sortie, surtout après les déboires en Ligue des Champions.
Mais on a vu aussi un Zinedine Zidane qui finalement, surtout ces 4 derniers matchs, parce que c'est 4 dernières victoires consécutives, qui a su montrer presque une fibre créative, qui a su montrer qu'il savait s'adapter à la pression du rival, qu'il savait utiliser correctement aussi ses arrières latéraux. Il y a des choses qui montrent que cette équipe en a sous le coude, mais qu'il y a une harmonie à trouver pour faire de ce Real un Real capable finalement de tout gagner. Et la force aussi du Real finalement, c'est de se retrouver encore une fois dans le dur. C'est dans le dur que cette équipe, elle réussit encore à surprendre. Et il faut aussi, et c'est le même problème que pour le Barça, peut-être mieux intégrer les canteranos, comme Vinicius qui manque peut-être encore un peu de qualité dans le dernier tiers, dans la finition, et de joueurs comme Odegaard qu'on attend et qu'on n'a finalement pas assez vu, surtout que le Real en avait besoin à plusieurs reprises, surtout face à des blocs bas comme le Shakhtar, où on avait besoin de transition rapide. Alors pourquoi pas mettre des joueurs comme Odegaard. Donc finalement, le FC Barcelone et le Real Madrid peuvent se rejoindre sur ce point-là. C'est comment s'adapter correctement face au rival sans tomber dans une routine qui finalement pas la bonne. Et pour le Real, c'est vraiment trouver une harmonie dans le vestiaire parce que la qualité, elle est là. Quand tous les pions sont là, cette équipe est capable de tout. Il faut vraiment trouver une harmonie. On a beaucoup entendu, et surtout après le derby, des analyses qui disaient que l'Atlético de Madrid de Diego Simeone n'a pas changé. Eh ben, il faut avoir regardé peu de matchs pour avancer de telles analyses, étant donné que Simeone a opéré pour moi cette saison le plus grand changement dans son équipe, en passant quand même d'un 4-4-2 d'une équipe très défensive à un 5-3-2 avec pour centre Joao Félix, et avec une équipe qui finalement s'est recentrée. Moi, je vais donner quand même une statistique en justement mettant au centre, par exemple, Joao Félix dans son équipe. On a eu une équipe axée sur la possession plus que toutes celles sous l'ère Diego Simeone. Alors, si je retrouve la statistique, c'est au lieu de 49 en termes de possession de balles les saisons précédentes, on est passé à 54% cette saison. On a aussi la fin des longues balles. On a une Atlético de Madrid, une équipe de l'Atlético de Madrid qui joue plus, même vers l'arrière. Et ça aussi, ça passe par des joueurs finalement, même en défense plus créatifs. Je pense à Hermoso notamment. Le fait de repasser à 3 défenseurs centraux permet aussi une plus grande liberté. On a vraiment une volonté de Diego Simeone d'aller au-delà de ce simple système défensif, de trouver peut-être un peu plus de liens en attaque. Et c'est vraiment passé finalement par un Joao Félix qui a explosé cette saison plus que la saison dernière finalement, parce que Diego Simeone sait faire ce qu'il faut, c'est toujours faire. C'est au lieu de faire passer la régularité en premier, il fait confiance. Et quand il fait confiance, quand il fait évoluer, ça donne une explosion comme celle actuellement de Joao Félix à l'Atlético de Madrid. Exactement, et j'ai eu la chance de le... Pour ajouter juste une petite stat, pour prouver que cet Atlético de Madrid a changé, elle a battu le Barça pour la première fois en 10 ans et a enchaîné notamment 7 victoires consécutives. C'est quand même, pour une équipe qui n'a pas changé, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, en effet, complètement. Et là, tout maître, à savoir Joao Félix, j'ai eu la chance de le voir naître, de le voir éclore au Benfica. Et c'est vrai que son style de jeu, sa patte, sa vision du jeu, son sens du décalage et tout simplement ses performances purement offensives permettent, justement, tu parlais de Lyon en attaque à l'Atlético, et Joao Félix, en effet, y est pour énormément. Au final, l'Atlético est particulièrement solide. Hein. C'est la première équipe de Liga à domicile. À l'extérieur, ils sont entre guillemets que 5e, mais pas très loin du premier. Et il semblerait que l'équilibre trouvé par Diego Simeone soit particulièrement bon. On oublie. C'est quand même le défi physique, parce qu'on l'a vu pendant le derby et sur les 3-4 derniers matchs. C'est quid aussi du fait de jouer tous les 3 jours. On a encore un cap à passer dans cette équipe de Diego Simeone, c'est passer le cap physique. On a vu une équipe quand même qui est très fatiguée, qui semblait plus fatiguée et qui a du coup eu du mal, surtout face au Gros et face au Real Madrid, par exemple, ce week-end.
ça date de plusieurs saisons. C'est un travail en fait qui est finalement récompensé. C'est une équipe qui croit en son système, qui croit en ses jeunes, qui croit en son école. C'est un jeu quand même l'un des plus sexy actuellement d'Espagne. Et c'est peu de le dire quand on voit que le jeu a quand même baissé en Liga ces dernières saisons, il faut le dire. C'est une équipe qui est mobile, qui joue beaucoup, qui est très verticale aussi. Et c'est surtout grâce à une académie des sports et à un Zubieta qui fournit une base de quand même très grands joueurs, de très grands jeunes joueurs. On voit des joueurs éclore dans cette équipe tous les jours. Donc, ça passe de Oyarzabal à Alexander Isak, aujourd'hui à Ander Paintecha. On a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui apportent leur pierre à l'édifice et ils n'ont que 18, 20 ans. Et c'est ça la force de cette équipe, en fait, c'est de croire en son système et de faire jouer des jeunes tout en alliant de l'expérience avec des joueurs comme David Silva, par exemple, qui est quand même, c'est une des recrues phares de cette saison. On voit quand même une ligne d'attaque capable de la Real Sociedad de tout faire. C'est une équipe qui quand même est rudement bien menée et qui peut aller très loin cette saison. En tout cas, ça ne sera pas démérité au vu du travail qu'elle a abattu, au moins ces 3 dernières saisons pour justement faire de sa formation finalement un exemple, comme elle l'a longtemps été. Je voulais quand même dire un mot parce que je l'ai oublié. Comment on peut oublier de ne pas parler d'Imanol Alguacil? C'est grâce aussi à lui que cette équipe en est là où elle est aujourd'hui. C'est grâce aussi à son management, c'est grâce à son coaching. Et c'est l'un qui mérite aussi d'être récompensé justement si la Real Sociedad va jusqu'au bout cette saison. Pour la petite anecdote, c'est vrai que j'avais mis une pièce sur Cadiz cette saison quand j'ai fait mon top 5 de la saison. Et dans équipe surprise, j'avais mis pourquoi pas Cadiz. Parce que quand on a vu Granada la saison dernière, on s'est dit il y a une âme dans ces promus qui est quand même tout autre. Et on va dire que la méforme des gros et le changement en fait, qui s'opère actuellement en Liga profite aux promus. Parce que tu as parlé de changement de mentalité, mais c'est exactement ça. Une équipe comme Cadiz, en fait, illustre le paradigme finalement du changement qui s'opère dans le jeu en Liga. C'est des équipes qui osent. Alors, on va commencer peut-être par parler de Huesca parce que c'est l'équipe qui est peut-être la moins en forme, mais c'est le promu qui propose le plus, qui joue le plus, qui ose jouer le plus et qui a pas mal quand même changé depuis son premier passage, même si finalement c'est le promu le moins en réussite. La première victoire n'a eu lieu que ce week-end, par exemple. Mais c'est une équipe qui ose, qui joue. Et ça, dans les promus, c'est symptomatique de quelque chose que les gros ne font plus, par exemple. Elche, c'est l'équipe qui a repris le plus tard cette saison parce qu'elle a joué les barrages d'accession en Ligue 1. Pour la petite anecdote, c'est le club détenu par l'agent de Pita Benedetto, Christian Brekramik. C'est quand même un homme d'affaires. Pour la petite anecdote, et là aussi, il y a un jeu intéressant à suivre, un milieu intéressant à suivre, notamment avec des joueurs comme Pérémy, là. Et une équipe travailleuse qui a envie d'apprendre. Et c'est finalement ça qui revient chez ces promus, aussi comme Cadiz. C'est cette volonté d'aller chercher, de jouer. Ce Cadiz, on le rappelle, c'est l'équipe quand même qui a battu les 3 gros historiques, enfin ceux qui n'ont pas été réveillés depuis 40 ans en Liga. Donc je parle du Real, du Barça et de l'Athletic Bilbao. Pour la petite anecdote, ça date, le record n'avait pas été battu depuis 1981-82 par Cadiz elle-même. Et cette saison-là, la Real Sociedad avait fini championne. Est-ce que c'est pour une histoire? Je ne sais pas, mais on va dire que l'histoire quelque part se répète. La vie n'est qu'un éternel recommencement. Donc peut-être que voilà, 2021. On verra bien. Et c'est une équipe aussi qui a dit c'est une des meilleures équipes aujourd'hui en contre-attaque notamment. C'est une équipe qui a plutôt un schéma en 4-4-2 qui défend plutôt bien, même si le jeu n'est pas encore le plus sexy. Ce qu'on souligne vraiment, c'est la volonté, c'est le travail, c'est la volonté d'aller chercher. Et aujourd'hui, c'est symptomatique de grosses équipes qui, elles, finalement, comme le Barça, ont perdu un peu leur fibre historique, qui se cherchent. Alors qu'aujourd'hui, les petites équipes, les promus, vont chercher et osent aller chercher, même si comme Huesca, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Mais ça illustre un peu ce qui se passe actuellement en Ligue 1 quand même.
temps. Ça a quand même baissé cette saison au niveau, il faut le souligner, parce que c'est l'un des championnats, surtout cette saison. C'est pourtant un championnat qu'on aime suivre, mais qui, cette saison, est moins attractif et qu'il a déjà été la saison dernière. On a quand même une baisse du niveau de jeu. On le voit en termes de résultats. Il y a beaucoup de matchs nuls, il y a peu de buts comparé à ce que c'était avant. Ça fait partie quand même des gros, ça fera toujours partie quand même des gros championnats. Il y a moins la fibre de spectacle, on va dire, qu'avant. Il y a des surprises, notamment on le voit chez les promus, mais le jeu n'est pas encore comme ça l'était avant. Il y a vraiment une transition qui s'opère. Tout à fait, tout à fait. Tu l'auras noté, hein, j'ai dit top 2, top 3. Parce qu'à ce jeu de l'attractivité pure, je dois avouer que la Bundesliga est clairement en train de devenir un championnat incroyable. La Première Ligue, je n'en parle pas. La Serie A se réveille, on va dire. La Première Ligue, surtout quand on voit des équipes justement comme Everton, on a plein d'équipes qui ne sont pas pourtant très grosses, mais qui produisent un spectacle qu'aujourd'hui on aimerait peut-être bien retrouver en Liga. Tout à fait, nul doute que ces petits clubs, entre guillemets, vont participer à redonner de l'éclat à la Liga. Écoute, c'était très clair. La Vista était ravie de pouvoir balayer ces différents sujets avec toi et donc avec Furia Liga. Je te remercie et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine, avec plaisir. Bye.